Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de rencontre. Tous les 4 ans, la Coupe du Monde suscite la passion des centaines de millions de supporters des 4 coins du monde. Et celle de 2014 au Brésil ne fait pas exception. Mais la grand-messe du foot ne saurait être réduite à un simple événement sportif. Elle est également un phénomène planétaire. Et avec nos invités d'aujourd'hui, nous allons discuter ballon rond, mais pas uniquement. Et avant de commencer notre discussion, regardons ensemble ce reportage. La Coupe du Monde de la FIFA est la compétition de football la plus prestigieuse au monde. Elle constitue l'événement sportif mondial le plus important avec les Jeux Olympiques pour une diffusion planétaire plus large encore. Le tournoi se déroule une fois tous les 4 ans. Tous les pays membres de la FIFA peuvent postuler pour participer à la compétition. Le pays organisateur est automatiquement qualifié pour le tournoi. Cette année, la 20e édition de la Coupe du Monde se déroule au Brésil. 32 équipes s'affrontent lors de 64 matchs. Lors de cette Coupe du Monde, les équipes sud-américaines jouent à domicile et elles ont jusqu'à maintenant survolé la compétition. Sur 10 équipes participant au match de poule, 8 sont parvenues à se qualifier pour les 8e de finale. Parmi les grosses écuries européennes, c'est une véritable hécatombe. L'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, le Portugal ont quitté prématurément la compétition. 2 équipes africaines se sont qualifiées. Chez les équipes asiatiques, aucune n'est parvenue à accéder aux 8e de finale. Et merci de nous retrouver. Nous accueillons aujourd'hui sur notre plateau 3 invités. Monsieur Li Jun, le spécialiste du football. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et Richard Axt, vous êtes l'envoyé spécial du Parisien à Pékin et vous vivez en Chine depuis 6 ans. Bonjour et bienvenue. Et Francis Thieguet, vous êtes acteur de théâtre en Chine et vous êtes également l'ambassadeur spécial entre la Chine et l'Afrique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Daniel, bonjour amis Suisse. Et Monsieur Li, pour vous, quels sont les points marquants de cette Coupe du Monde? Je dirais peut-être cooling break. Ça peut rire, Alex. Pour moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est la performance remarquable des équipes sud-américaines. On voit ce matin, donc déjà, on trouve les 8 meilleures équipes pour la Coupe. Et on trouve la parfaite équilibre entre les équipes européennes et les équipes américaines. Il y a 4 Européens, c'est pas curieux, mais il y a 4 Américains, ça c'est la première fois peut-être. On a l'habitude de voir Brésil et Argentine donc, dans les quarts de finale, mais maintenant on a vu également Colombie et Costa Rica. Ça c'est la première fois. Ça c'est ça qui m'impressionne beaucoup. Et Richard, pour vous, je dirais simplement qu'il y a eu des moments où d'autres pays d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, l'Uruguay par exemple, avait gagné. Je crois que l'Amérique du Sud est effectivement un continent où il y a une forte tradition de football, comme en Europe. Et c'est les 2 continents qui sont importants à observer au moment d'une coupe comme celle-là. Je crois que ce qu'il y a à noter, c'est peut-être ce que voulait également signifier M. Li Jun ici, c'est que pour des quarts de finale, d'avoir la moitié des équipes des quarts de finale qui appartiennent tous à un groupe, à un pays, je veux dire pas un groupe, ou à un continent, c'est quand même rare. On a tous ces 4 pays, sur 8 pays, on en a 4 qui viennent d'une même région. Ça c'est impressionnant. Mais d'autre part, une autre chose qui m'a impressionné tout au long de cette coupe qui est en train de s'achever bientôt, c'est, n'est-ce pas, la prestation bizarre de certaines grandes légendes du football. On a beaucoup de grandes équipes qui sont parties au premier tour. Des équipes de légende, l'Espagne, l'Angleterre, et l'Italie, voilà. Tout ça également, c'est marquant quand même. Mais concernant la performance de la France, jusqu'à maintenant, que pensez-vous de la performance Je pense que les équipes de France, dans ce genre de compétition, elles ont des hauts et des bas. Absolument. Il y a des moments où ils sont très bons, comme à la fin des années 90, et donc 4 ans après, ils se reposent. C'est très curieux. Comme en 2010, ouais. Exactement. En Afrique du Sud. Et après,
il y a de nouveaux entraîneurs, une nouvelle équipe, et c'est ce qui est en train d'arriver là, un nouvel état d'esprit. Je remarque simplement, j'ai l'impression que l'équipe de France, cette fois-ci, elle a un peu le trac. Elle n'est pas tout à fait sûre d'elle. Elle a marqué des points, là c'est bien. On va voir avec l'Allemagne comment ça se passe. Mais enfin, ils sont en train de redémarrer. C'est une équipe qui est en train de redémarrer. On va voir ce que ça donne. Ils ne sont pas encore peut-être tout à fait au point, mais ça peut marcher. Je pense que 2016, en France, ce sera le meilleur moment pour l'équipe française. Il y a un temps d'accoutumance et ils deviennent meilleurs et finalement ils gagnent. Mais ils ne sont peut-être pas tout à fait encore au moment où ils pourront gagner, mais ça peut aussi se produire. Et c'est un peu curieux parce que la France, pour moi, chaque fois quand il a une époque glorieuse, c'est surtout avec un super numéro 10, un meneur du jeu. Et maintenant, Benzema, c'est pas un meneur du jeu classique, hein. Il est attaquant. Donc ça, c'est un peu curieux, parce qu'à la France, on voit, il y a Platini, l'époque de Platini, et l'époque de Zidane, c'est toujours un super numéro 10, meneur du jeu. Et là, on ne trouve pas ce joueur dans l'équipe française maintenant. On ne le trouve pas encore. Pas encore. On va voir. On va peut-être, Didier Deschamps, peut-être, il va changer un peu le tactique, mais on va voir. C'est un peu curieux. Je crois que globalement, et d'ailleurs la timidité de l'équipe de France, à laquelle fait allusion Richard ici présent, a pu se remarquer notamment pendant le match contre le Nigeria. Bien que le Nigeria ait perdu, bien que la France ait gagné le match, mais on a pu remarquer que les deux, je veux dire, le match était plus ou moins équilibré dans un sens, mais la France a plus su exploiter les chances des dernières minutes. C'est-à-dire des dernières minutes pour pointer et marquer des buts. Le Nigeria, par contre, a mené un très bon match, mais qui n'arrivait toujours pas à achever, comme on dit. Ce qu'on appelle au football les finitions. C'est-à-dire bonne attaque, bonne défense, bon milieu, mais l'attaque à la fin, toujours le but qui ne passe pas. Mais oui, c'est là les Français, ils ont des plus d'expérience que les Nigériens. Voilà, et Didier Deschamps a dit qu'il pense que cette équipe française ressemble beaucoup à l'équipe de 98. Pour moi, ça ressemble plutôt à l'équipe de 96 pour l'Euro-Angleterre. Parce qu'à ce moment-là, donc, Aimé Jacquet a abandonné Cantona et Ginola. Et là, Didier Deschamps, il avait renouvelé pour 98. Donc, ça a plutôt été bon, ça. Oui, c'était bon. C'est une bonne chose. Mais Francis, comment jugez-vous la performance des équipes africaines lors de cette édition-là? Eh bien, les équipes africaines en général se sont comportées assez bien, je dirais. Je veux dire, n'en déplaise qu'ils ne soient pas allés très loin, je veux dire, qu'ils se soient tous retirés déjà de la compétition, mais en gros, c'était très bien. On a maintenant des cas exceptionnels, n'est-ce pas, comme ces cas qui font tapage dans tous les médias aujourd'hui, notamment le cas de mon pays, le Cameroun. Nous avons joué un excellent match d'ouverture contre le Mexique. On a très bien joué, mais malheureusement, le football, c'est ça, on a joué de malchance et on a encaissé un but, et donc on a perdu ce match-là. Mais jusqu'à là, personne ne jetait la pierre aux Lions. Malheureusement, les deux autres matchs, notamment contre la Croatie et le match contre le Brésil, ont été vraiment ce qu'on a appelé des fiascos total, parce que c'était un choc général, mais... C'est intéressant de dire que vous avez joué de malchance, parce qu'on oublie que dans ce genre de match, il y a aussi des moments où la chance n'est pas avec les joueurs, tout n'est pas technique. Exactement. Il y a un moment où il peut y avoir un but marqué qu'on n'avait pas vu venir, d'une manière complètement inattendue. C'est pas aussi mécanique qu'on l'analyse souvent. Quelle est votre analyse? C'est le football, hein, donc, surtout sous la chaleur de Brésil, hein, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc on dirait aussi c'est une coupe des gardiens, parce qu'il y a beaucoup de fautes. Et jusqu'à maintenant, aucune équipe asiatique n'est entrée dans les huitièmes de finale. Donc, Monsieur Lee, comment expliquez-vous ce phénomène? Pour moi, je pense que c'est tout à fait normal, parce que, vu dans les équipes asiatiques, et donc, vraiment, il n'y a pas de grands joueurs. Ça, c'est un mystère pour moi. Je ne comprends pas pourquoi en Chine, il n'y a pas une grande équipe. Après tout, on a bien vu aux Jeux Olympiques l'athlétisme. Les Chinois n'étaient pas spécialistes de ça. Ils sont devenus très bons.
En football, c'est curieux. Le public chinois s'intéresse incontestablement au foot, mais il n'y a pas de grande équipe, alors qu'il y avait une tradition sous l'Empire d'un jeu qui ressemblait au football. Ça s'est perdu complètement. Au dynastie des Song, il y a un jeu Kaoqiu, donc c'est aussi on dirait que c'est l'origine du football. Mais moi, je ne suis pas d'accord, parce que ce n'est pas le football moderne. Bon. C'est un jeu individuel, c'est pas un jeu collectif. Bon, mais alors ce jeu-là, comment se fait-il? C'est inexplicable pour moi qu'il n'y ait pas de grande équipe. C'est plutôt l'acrobatie. C'est pas le sport. Ça peut servir dans le foot. Oui, mais pour le football chinois, pour moi, c'est tout à fait logique. Hein, parce que je sais pas, je viens de noter quelques chiffres. Vous savez, en Allemagne, il y a combien de footballeurs inscrits? Vous avez une idée ou pas? En France? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Certainement, je n'ai pas le chiffre exact. Oui, ils ont plus de 6 millions et quelques. Par rapport à une population 60 millions, c'est ça, en Allemagne? Oui. En France, vous avez une 56 idée? millions, enfin, je ne sais pas combien ils sont. 1,5 million. Oui. En Angleterre, Italie, c'est 4 millions et quelques. Et en Chine? En Chine. Dans les chiffres, je ne l'ai pas. Hein. Par contre, à votre avis? Je sais que les amis autour de moi, les amis chinois autour de moi, sont tous des grands fans de football. Ça, c'est vraiment très, très. Ils adorent le football. Hein. Oui, adorer le football, ce n'est pas en faire. Hein. Voilà, c'est deux choses différentes. En Chine, il n'y a que 8 000. 8 000. 8 000. Je suis près d'un milliard professionnels inscrits. Il y a très peu de gens qui jouent le foot. C'est ça le problème. Même au Japon, ils ont 500 000. Mais on est bien d'accord, ça intéresse le public chinois. Oui. Donc il y a un paradoxe, c'est curieux. Pas sur le stade, devant la télé. Mais il y a énormément de fans du football en Chine. Oui. Je viens de discuter tout à l'heure avec Diego, donc le club le plus connu en Cameroun, c'est Canon Sportif. Entre autres, le Canon Sportif, l'Union Sportive. Ils ont combien d'ans d'histoire là déjà? Des dizaines d'années, ça doit approcher la centaine d'années au moins. Centaine d'années. Ouais. Mais le club chinois le plus connu, c'est le Beijing Guoan. Ils viennent de fêter 20e anniversaire l'année dernière. 20e seulement. Il faudra voir ce qu'ils donnent dans 20 ans. Oui, il faut attendre au moins 20 ans, je pense. 20 ans, c'est minimum. Honnêtement, personnellement, j'ai beaucoup d'espoir par rapport au football chinois. Beaucoup d'espoir. Parce que quand on regarde, non seulement le fait que le football a été créé, et ça s'est prouvé, par la Chine, ça a été inventé, je veux dire, à l'époque en Chine. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, le niveau de football chinois ne reflète pas cette appartenance, ne reflète pas vraiment ce côté de l'histoire. Mais, quand je regarde autour de moi, d'abord d'un côté, comme l'a dit Richard aussi, l'intérêt du public chinois pour le football, même si c'est une chose de l'adorer que de le pratiquer, le football. Mais de l'autre côté, quand je regarde les autres sports, j'ai remarqué pendant les 10 ans que je viens de passer en Chine, qu'il suffit que les Chinois soient vraiment intéressés à un domaine, fut-il sportif ou autre, dès qu'ils s'y mettent, vraiment ils remportent tout. Prenons le cas des Jeux Olympiques en 2008. Tout le monde entier vendait très moins cher la peau de la Chine. On se disait, ils vont rien faire. Mais aux Jeux Olympiques 2008, la Chine a ravagé pratiquement toutes les médailles. Ils s'y sont mis et ils l'ont eu. Et je suis sûr que s'ils s'y mettent également dans le football, ils prennent les dispositions nécessaires à tous les niveaux que ce soit, c'est sûr qu'on entendra parler de la Chine sur le terrain du football. Merci de votre confiance. Le gouvernement investit encore plus sur le football. Voilà, c'est pour ça que je dis toutes les parties. Encourager les jeunes pour sortir de la maison, parce qu'avec les planning familiales, donc chaque famille a un seul garçon ou une fille, donc c'est pas facile d'encourager les gens à pratiquer le football. Un autre élément qui, à mon avis, pourrait booster le football chinois, ce serait d'ouvrir davantage les portes à la mixité. Vous avez remarqué que la plupart des puissantes équipes occidentales sont faites de joueurs de tous les horizons. L'équipe de France est à moitié africaine, plus de la moitié est faite de joueurs africains, l'équipe d'Allemagne, et ainsi de suite. Donc, peut-être si la Chine ouvrait également les portes sur ce plan-là, et jouait avec des grands... J'ai entendu il y a des rumeurs français qui ont été embauchés, je crois. Voilà, au passage. Mais ils ne peuvent pas jouer pour l'équipe. Oui. Voilà, et c'est à ça qu'on devrait peut-être arriver pour booster le niveau du sport national, du football national. J'ai entendu dans des rumeurs que mon compatriote Samuel Eto'o viendrait jouer en Chine dans une équipe locale.
Mais c'est un bon début déjà. Alors, à la longue, on pourrait avoir des internationaux qui jouent pour l'équipe nationale et ça va booster le niveau du football chinois. Donc on revient dans cette édition de Coupe du Monde, et l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie, etc., les grosses équipes européennes sont déjà éliminées de la compétition. En revanche, les équipes sud-américaines, comme vous avez dit tout à l'heure, M. Lee, ont fait forte impression avec un niveau technique très élevé. Donc comment expliquez-vous ce phénomène? Je pense qu'ils ont vraiment un niveau assez homogène dans le continent. Donc les gens aiment bien le foot, ça c'est le principal. Les gens aiment bien. Donc même avec Costa Rica, si on prend l'exemple de Costa Rica, donc en 2002 en Corée, la Chine a été dans le même groupe avec Costa Rica. C'était la deuxième fois, je pense, que est qualifiée pour la Coupe du Monde. Et 12 ans après, ils sont qualifiés dans les quarts de finale. Pour un pays de moins de 5 millions d'habitants, ils ont 250 clubs de football. 250. Avec, ça veut donc dire que, premièrement, il y a des équipes, et deuxièmement, il y a beaucoup de gens qui les regardent et qui les soutiennent dans ces pays-là. C'est important. C'est la tradition, c'est leur culture nationale. Le football, c'est dans leur sang. Mais même les Américains ont bien joué dans cette Coupe du Monde, n'est-ce pas? Les Américains, par rapport à leur performance d'auparavant. Oui, ils jouent pas mal. Donc pour les États-Unis, c'est un peu différent comme les autres pays plus sud, quoi. Là, les Américains, je pense, c'est surtout leur capacité d'organisation. Leur capacité de sport, ça c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas un sport tellement populaire aux États-Unis. C'est aussi important. Moi, je crois que le fait qu'il y ait une population qui s'intéresse vraiment au sport, évidemment, ça booste. Ça booste tout à fait le sport en question. Donc, quand j'étais en Californie, surtout en Californie, les immigrés mexicains, donc là, c'est les gens qui s'intéressent au football. Surtout qu'aux États-Unis, vous avez le football américain, qui n'a rien à voir avec le football tel qu'il est connu. Celui-là, il est très populaire. Celui-là, il est très populaire, voilà. Et il n'a rien à voir avec le football tel qu'il est connu dans le monde entier, dans le reste du monde. Et donc, le football tel que nous le connaissons, aux États-Unis, il est assez mitigé. Mais cette année, la situation a déjà un peu changé, n'est-ce pas? Parce que selon les statistiques, cette année, il y a, pour cette Coupe du Monde, il y a 25 millions de spectateurs qui regardent la Coupe du Monde. Et en revanche, il n'y a que 12 millions de spectateurs qui regardent le NBA. Donc c'est une comparaison importante et peut-être c'est un changement pour les États-Unis, n'est-ce pas? Cette fois-ci, ils n'ont pas leur décalage. Ça aussi, c'est important. Effectivement, parce qu'il y a le côté décalage horaire qu'il faut prendre en considération. Vous avez les Asiatiques qui aiment également le football, mais qui ont beaucoup de peine à suivre tous les matchs de la Coupe. Non, c'est pas possible. Voilà, vu les horaires. Moi, je n'ai pas suivi les matchs de 4 heures, de 6 heures, c'est pas possible. Et ça devient, peut-être le football devient de plus en plus populaire, de plus en plus planétaire. Et la Coupe du Monde, c'est bien sûr les exploits des joueurs sur les terrains de foot, mais c'est aussi tout ce qui se passe en dehors des stades. D'après les médias, cette Coupe du Monde a attiré plus de 600 000 touristes au Brésil. Francis, d'après vous, d'où vient ce pouvoir d'attraction de la Coupe du Monde? Il faut savoir qu'en Occident et en Afrique, dans le reste du monde, dans le monde entier, je dirais, le football est considéré d'abord comme une fête. Une grande fête. Parce que c'est quand même l'un des sports qui regroupe le plus grand nombre d'acteurs sur la scène. Vous avez 22 joueurs sur la scène qui courent, et c'est également l'un des sports qui attire le plus grand nombre de spectateurs. Pas seulement ceux qui viennent sur les stades, mais aussi ceux qui s'y intéressent depuis leur petit écran et tout. Et donc c'est une grande fête. Alors, quand vous regardez les championnats locaux dans les différents pays, même au Cameroun, les petits championnats locaux, vous voyez la masse de foule qui est attirée par ces championnats-là. Vous pouvez remarquer, contrairement aux autres sports, où, n'est-ce pas, Richard peut s'intéresser, je ne sais pas moi, au basket, June peut-être s'intéresse à je ne sais pas quoi. Bon, alors, vous avez des petits groupes qui y vont, mais quand c'est le football, c'est comme une folie générale. Et donc,
cette attraction de la population implique également une forte intervention des sponsors, et tout ça, de toute une machine commerciale qui en rajoute à la stimulation des populations, même de la partie de la population qui au départ ne s'intéressait peut-être pas tellement au football. Et donc c'est pas étonnant qu'aujourd'hui le Brésil ait ce grand chiffre en termes de touristes et tout ça. En même temps, il y a quelque chose d'extrêmement étrange au Brésil, cette fois-ci, c'est qu'une grande partie de la population, je crois que c'est 42% dans un sondage, était contre l'organisation du mondial au Brésil. Parce qu'ils estiment, dans un pays qui est en plein développement, qu'il vaudrait mieux faire des infrastructures, des logements, des choses comme ça. Et ça n'est pas démarré dans de si bonnes conditions par rapport à l'opinion publique, à tel point que les dirigeants brésiliens se sont bien gardés, ils n'ont pas fait de discours au début des matchs. Ça va peut-être s'arranger en cours de route en fonction des résultats de l'équipe brésilienne, mais c'est étrange qu'il n'y ait pas plus d'appétit pour cette compétition au Brésil même. Oui, il faut aussi noter qu'il y a eu cet engouement de la population au départ, cette opposition, appelons-la ainsi, mais qui petit à petit a commencé à se reconvertir, parce que le Brésil, après tout, reste un pays de tradition très attaché au football, très attaché. Donc, au départ, effectivement, c'était plus ou moins politique ou social, on se disait voilà... Certainement très politique. Ils vont avoir des élections à la fin de l'année importantes. Et puis leur mieux président... que le Brésil gagne le trophée, sinon... ça peut aider, évidemment. Ça va aider beaucoup, oui. Ouais, et leur président a dû dire à la population, voilà, toutes ces infrastructures qui sont implantées ne vont pas être emballées après, ça va rester. Monsieur Lee, d'après vous, quel héritage la Coupe du Monde apportera-t-elle au Brésil? Au Brésil, bon, donc, comme monsieur vient de dire, donc ça c'est très important politiquement pour le Brésil, la victoire. Et pour le reste du monde, c'est une fête. C'est une fête. Donc c'est le sport numéro 1 du monde. Donc tout le monde voulait admirer un bon match, c'est tout. Richard? Moi je pense que les infrastructures, les stades devaient coûter, à l'origine on avait dit 5 milliards de dollars et ça a dépassé 15 milliards. Donc ça va laisser un peu des traces. C'est autant d'infrastructures qui ne se sont pas faites ailleurs, dans un pays, le Brésil, dont la croissance n'est pas aussi importante qu'on pouvait le penser. Ils sont à un peu plus de 2% maintenant. C'est une grande différence avec les Jeux Olympiques à Pékin en 2008. À l'époque, on était dans une phase économique très favorable. Les Jeux Olympiques se sont très bien passés parce que la Chine était prête, même un peu avant, avait très bien tout organisé. Ça s'est bien passé, ça a été un succès pour la Chine. Là, le Brésil, on sent bien que on verra les résultats du foot, mais encore une fois, les dirigeants ne tiennent pas trop à insister sur tous les efforts qui ont été faits pour les infrastructures, par exemple. Peut-être ils ont moins de difficultés pour remplir les stades après, je ne sais pas. C'est ce qui est en train de se passer. Il faudra voir au résultat. Ouais. En termes d'héritage, je vois plus loin sur le plan culturel. Ceci va booster vraiment l'image du Brésil dans le monde entier, parce que c'est quand même la Coupe du Monde. C'est pas une coupe, un championnat local. Et donc cette coupe attire des investisseurs du monde entier qui vont comme observateurs, comme fanatiques du football pour regarder, et donc qui vont toucher du doigt. Vous savez, c'est une chose de lire des informations concernant un pays à distance ou alors de regarder à la télé, mais c'en est une autre de se trouver sur le terrain, d'aller sur place et découvrir. Ça a été le cas de la Chine. Beaucoup de gens ont découvert la vraie Chine après les Jeux Olympiques 2008, quand ils sont venus. Et ils ont compris qu'il y avait des différences entre cette Chine qu'ils ont vue et ce dont ils auraient pu entendre parler à l'extérieur. Et ceci a aussi contribué beaucoup à booster. Je reste très optimiste par rapport à l'héritage que cette Coupe du Monde laissera au Brésil. Et le football chinois est toujours absent, comme d'habitude, de la compétition. Donc, M. Lee, d'après vous, qu'est-ce qui manque à cette équipe chinoise?
Comme on a dit tout à l'heure, donc il faut avoir beaucoup de jeunes qui jouent le football. Donc, maintenant, c'est ça qui manque. Bien sûr, donc il n'y a pas de tradition, il n'y a pas de culturel pour ce type de football, de sport. Comme on a dit tout à l'heure, donc le club le plus vieux de la Chine, c'est Beijing Guoan. Il y a 20 ans d'histoire. 20 ans, c'est trop court par rapport au football européen ou américain. Donc ils ont au moins 100 ans, je pense. Vous êtes les Anglais, en tout cas, c'est pratiquement 200 ans. 200 ans, oui. Donc 200 ans par rapport aux 20 ans. La fin du 19e siècle. Oui. Aussi le premier coupe mondiale est organisé par un Français. C'est pas un Français. Oui. Et de l'autre côté, là, il faut vraiment du temps, il faut vraiment la patience et il faut beaucoup d'investissement. Mais ça commence déjà. Donc le championnat chinois vient de plus en plus intéressant maintenant. Il faudrait aussi peut-être insérer déjà le football dans la culture, entre guillemets, la culture chinoise. Ça veut dire il faudrait qu'on s'habitue dans la population chinoise à ne pas considérer le football comme ce qu'on appelle en chinois Pu Wu Zheng Ye. C'est-à-dire une passion qui n'a pas de... Oui, qui est pas beaucoup de parents pensaient qu'il ne peut pas jouer le football pour gagner sa vie. C'est pas une bonne profession. Beaucoup de pays, donc ils n'ont pas besoin de gagner la vie. C'est un plaisir. Ouais. Pour beaucoup, le foot est encore considéré comme une sorte de passe-temps qui est réservé aux personnes qui n'ont rien de mieux à faire. Bon, dans ces conditions-là, aucun parent ne serait très motivé à laisser son fils aller jouer au foot. Donc je dirais, il a raté. Par contre, en Occident, c'est pas vu de cette façon-là. C'est une profession dans le sens le plus plein du terme. Mais ça n'empêche pas les Chinois d'être totalement passionnés par le ballon rond et la Coupe du Monde. Donc, Monsieur Li, pouvez-vous nous expliquer de quelle manière cette ferveur se manifeste? Pour moi, c'est très simple. Donc, regarder la télé, en buvant une petite bière peut-être. Chaque fois, la Coupe du Monde va encourager les jeunes de sortir de leur maison pour jouer un peu sur le stade. Je pense que finalement, après le Coupe, je pense qu'il y aura beaucoup plus de gens qui vont entrer dans le stade pour supporter leur club de leur ville. À mon avis, ça c'est important. Richard, vous avez d'autres informations? On puisse voir à la télévision les matchs, même si c'est avec un décalage horaire, ça compte beaucoup cette fois-ci. J'ai l'impression que pas mal de Chinois regardent et s'intéressent à ces matchs. Une partie aussi. Ouais. Effectivement, et ils s'y mettent vraiment pour regarder. D'ailleurs, on a eu quelques incidents malheureux qu'on a vus dans les journaux, ces éditions du journal, où certains Chinois étaient tellement portés à regarder sur les matchs qui se passaient à des heures incroyables que ça a eu des effets très forts sur leur santé, des effets des fois, parce que passer une nuit, 2 nuits, 3 nuits de veille à suivre des matchs, c'est pas toujours facile à tenir. C'est un élément également qui prouve cet engouement réel, n'est-ce pas, envers le football. Et quand on marche dans la rue, on voit partout la trace de la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Quand on entre dans le métro, il y a des panneaux qui montrent le slogan de la Coupe du Monde. Et quand on fait du shopping même, il y a partout. Partout dans la ville, à Pékin, à Shanghai, on rencontre des jeunes filles habillées aux couleurs de la Coupe du Monde. Et aussi, c'est pas une bonne chose pour C'est assez paradoxal pour un pays qui n'est pas concurrent dans ce pas participant. C'est pour ça que je pense que ça va bouger dans les années qui viennent. Je vois beaucoup plus ça comme un pas. On a un proverbe de Laos en Chine qui dit Puti Kui Pu Wu Ji Tian Li, Puti Xiao Liu Wu Cheng Jiang He. C'est-à-dire qu'un parcours de 10 000 km commence par le premier pas. Donc c'est déjà un pas de voir des jeunes filles et des jeunes garçons qui s'habillent aux couleurs de la Coupe du Monde. Je pense que petit à petit, ça va s'insérer dans la population et ça peut aussi devenir une véritable tradition du football. Et voilà, si le plaisir que nous apporte la Coupe du Monde est illimité, malheureusement, notre émission touche à sa fin. Bonne Coupe du Monde à vous, messieurs. Et chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur CGTV.